So like I mentioned to you guys, we are really grateful for McGill to having us here, and also for them, the ADI team, to be presenting what they're doing here. I think it's interesting because most of all the institutions that are here are from the Francophone universities. So it's also good to know what our colleagues from McGill are doing, and maybe it could light some ideas to integrate it in your institutions. So thank you. OK, alors bonjour tout le monde. Je m'appelle Angela Campbell et je suis mon titre en français, c'est un peu difficile, je suis la vice-principale exécutive adjointe pour l'équité et les politiques académiques. Donc, j'ai l'honneur de travailler avec les collègues qui sont ici, certains collègues qui ne sont pas là. Il y a aussi dans la salle Pierre Thibaudot qui s'occupe du staffing. Comment est-ce qu'on dit ça en français? La dotation dans notre bureau des ressources humaines, puis Anne-Marie Durocher qui travaille avec nous dans le cadre de notre programme sur les chaires de recherche du Canada. Donc, on commence avec une image de notre bâtiment signature, si on veut. C'est le bâtiment de la Faculté des Arts. Puis le drapeau qui est sur ce bâtiment d'habitude, c'est le drapeau de McGill. Mais l'an dernier, le 21 juin, c'était National Indigenous Peoples Day au Canada. On a levé le drapeau de Hiawatha Belt Flag pour honorer les personnes autochtones. Et nous sommes sur le territoire traditionnel non cédé des personnes des Kanien'kehá:ka, de la nation Haudenosaunee. Donc, juste pour vous présenter un peu je tape sur mon laptop, mais c'est celui-là. Donc, voilà notre organogramme, si on veut. Alors, ça fait partie de l'équipe que nous sommes. Et les personnes qui se présentent ici ne sont pas tous impliquées uniquement dans le cadre de l'EDI. OK? Alors, nous avons tous des autres responsabilités aussi. Mais on commence, c'est le vice-principal académique, nous appelons ça le provost, le recteur, si on veut, de McGill, qui est comme at the top de cet organigramme. Puis ça, c'est moi, et ça, c'est notre équipe. Et les personnes sont ici. Alors, il y a Sinead qui est là, et Tynan, et Shanice qui est ici, Myriam, Carly, qui vous connaissez, et Lizou, qui n'est pas là ce matin. Puis nous travaillons comme équipe dans deux domaines spécifiques. Équité en emploi, premièrement, ça c'est vraiment le domaine de Tynan et son équipe, et équité dans le cadre des droits humains et les compétences de EDI dans le cadre de formation des membres de notre campus, et ça c'est Sinead et son équipe. En plus, il y a ces carrés mauves. Sont les personnes qui sont chargées de la promotion des initiatives sur les personnes et les initiatives autochtones de McGill. Et ensuite, il y a le cadre des étudiantes. Alors, on essaie vraiment d'avoir deux cadres séparés pour le cadre professoral et les employés de McGill et les étudiantes. Alors, ça, c'est l'équipe qui s'occupe des étudiantes à McGill. Et comme j'avais dit, ils ont tous des responsabilités très larges, et non seulement sur l'équité, mais vraiment essentielles dans la vie des étudiantes, mais avec un côté d'équité et la notion de respect et de vivre ensemble. Je vais juste vous parler en anglais. I want to talk a little bit about our goals and some of the things that we are trying to put in place. So this is the team. We've tried really hard to work in an environment that is almost 200 years old. So McGill is a very traditional place, and it means that change is not easily accomplished and fast. But it requires a lot of perseverance and a lot of dedication, and so we try to remember that in the work that we do, and it sometimes can be really challenging to bring up the institution to where it needs to be, while at the same time working with a community of stakeholders that often has very different expectations with respect to what we can accomplish in our day-to-day. So we try to anchor our work. What we find most successful is to anchor our work to best practices in the field, to policies at the university, because then it embeds an obligation to move forward. And we have two key policies in that regard, one relating to employment equity and a second relating to harassment and discrimination prohibited by law. We also have, as you all do, a policy in relation to sexual violence,
required by law. And in addition to that, we really tried to look at the research. So why is it EDI is not just good for ethical reasons, it's not good for social reasons. I mean, those attributes are there, but it's actually good for research. It's good for institutions. We do better as organizations, as learning organizations, when we're committed to equity, diversity, and inclusion. Some of our key challenges include, which we all know, all of us are working in post-secondary educations in Quebec, resources. So we always feel like we're trying to punch above our weight with the resources that we have, although we're continuing to benefit from more attention from our institution, and we're grateful for that. Meeting expectations is tough, sometimes meeting our own expectations. We want to achieve more, and we want to do it faster, and so it requires a lot of patience and perseverance. And as I mentioned, we're talking to very different audiences. So it's not always easy to have the conversations where everyone's coming to the issues with the same level of understanding. And we also have a climate that is fraught. So we have, for example, when different issues arose on different campuses relating to campus sexual violence, that required a whole lot of work on equity and inclusion. And now with Bill 21, we have many expectations coming to us from different stakeholders. And at the same time, we are an organization that works with the government, and we abide by the legislation that it imposes, but we are trying to navigate these important challenges. And so that's where we're at. So I'm going to turn it over to my colleagues and let them say a few words. Bonjour tout le monde, moi c'est Tynan Jarrett. Ici, une description brève de mon poste comme Senior Employment Equity Advisor. I'm the one who oversees the implementation of this policy, so really looking at strategies to support equitable recruitment, retention, promotion, and awards across the university. Some of the things that I do include formation for search committees and advising search committee members on the hiring process as of, loosely as of 2015, but definitely as of 2017, all members of academic search committees must be trained on equity in order to be part of search committees if the positions are tenure track or ranked CAS. So we've been doing a lot of work on that. I work with internal partners, including close collaboration with the colleagues Angela introduced before, around removal of systemic barriers faced by members of designated groups in recruitment activities, looking at policies as well as practices. And with the employment equity team, in particular with Carly, doing a lot of work around specific strategy development for retention and recruitment of designated groups, again, across categories of employment. So making sure that we're in compliance with the legislation in Quebec around employment equity, that we're meeting our own goals under the policy, collection and analysis of data, as well as communicating that to the broader community is something else that I do. Carly included this slide that I'm going to talk about with my colleague Miriam. So one of the strategies that we've taken here at McGill that we found very useful is working in an embedded nature with faculties. So we've had one example of this is a longstanding partnership with the Faculty of Engineering. I believe it began in 2015. Originally, I was in that partnership role, but Miriam's taken it over. So, do you want to speak to it? Oui, je vais parler en français un petit peu. Donc, j'ai repris la position de Tynan pour travailler avec le comité justement à la faculté des ingénieurs. Il y a eu ce qu'on appelle les Equity Ambassadors, donc des personnes qui sont formées au sein de la faculté, donc des employés, des professeurs qui reçoivent des formations sur l'équité, sur la diversité et qui peuvent après être des points de ressources au sein de leur département respectif. Et leur nom est sur une liste sur Internet. Les étudiants, étudiantes, autres employés, autres professeurs peuvent aller les voir. Donc, c'est une ressource supplémentaire au sein de la faculté. Il y a également un comité pour l'équité au sein de la faculté, donc avec des représentants des professeurs, des employés, également des étudiants et étudiantes qui sont sur ce comité-là pour mettre de l'avant des initiatives. Ça peut être
toutes sortes d'initiatives. Ça peut être des formations, des ateliers en chemical engineering. Ils ont fait une exposition photo l'année dernière sur justement la diversité et ce que ça a impliqué au sein de leur département, au sein de leur laboratoire. Et ça a été un événement qui a eu vraiment beaucoup de succès, qui a permis aussi de bâtir des ponts aussi entre les étudiants, les employés, les professeurs et d'autres départements aussi, parce que c'est une très grosse faculté. Donc, il y a des initiatives comme ça qui sont mises de l'avant. I don't know if you wanted to complete other stuff. I think just to mention that this is one of the ways of building these ongoing relationships within faculties that we've seen be successful and fruitful and really changing culture. So it's one of our promising practices. Oui. En conclusion. Oui. Les comités pour l'équité, il y en a de plus en plus à travers toute l'université. Et certains impliquent les étudiants, d'autres sont seulement pour les professeurs, les employés. Mais c'est une manière aussi de responsabiliser les gens au sein même des départements, que le changement se fasse aussi de l'intérieur. S'il y a quelque chose, je peux le répéter en français. Alors, moi, je travaille plutôt avec les staffs seulement avec les staffs administratifs, avec Tynan qui travaille plutôt avec les académiques. Alors, je voulais pas répéter que les trucs que Tynan a dit, mais plus de vous parler de ma façon de faire, vu qu'on on a combien de gens ressources humaines environ? Au total, Ouais. à l'université, les gens qui sont impliqués en ressources humaines, il y en a plus de 100. Donc. Plus de 100? OK, alors on est très nombreux. Il y a des nombreuses ressources humaines, mais on a beaucoup de staff ici à McGill. Alors, tout le monde a une différente façon de faire leur travail, même s'ils travaillent tous en ressources humaines à McGill. La façon qu'on approche cette situation, c'est des rencontres un à un. Alors, on a comment appliquer notre politique d'emploi, équité en emploi, mais il y a beaucoup de différences dans l'application à cause des différentes façons de faire. Par exemple, si les gens ressources humaines trient les CV, mais ils ne sont pas dans les entrevues ni dans là pour les choix, mais il y en a qui sont là jusqu'à la fin de l'embauche. Alors, il faut toujours ajuster les façons. Alors, avec ces conversations un à un ou avec le groupe d'une faculté ou un département, on trouve des moyens qui sont faciles pour cette personne à adopter. Aussi, on a pas juste avec le 1 à 1, mais on a créé aussi un groupe un petit peu comme ça, mais avec les ressources humaines. Alors, c'est une communauté de pratique. Alors là, on amène les défis de l'équité en emploi et on discute ces défis. Et puis là, on crée des initiatives et on décide en groupe quelles sont les formations nécessaires. Et comme ça, tout le monde est très impliqué. Puis on a vraiment des belles résultats parce que les gens aiment que quand ils font du onboarding ou de l'embauche ou du recrutement, les initiatives qu'eux-mêmes ils ont pensées, ils peuvent utiliser et deviennent les politiques ici à McGill. Alors, ça peut être un défi qu'on veut augmenter le nombre de staff en situation de handicap, mais qu'est-ce qu'on fait quand on crée le posting jusqu'à l'embauche, jusqu'à la rétention, jusqu'à les awards et promotions. Et puis là, on fait des petites initiatives ensemble et ça marche super bien parce que c'est des gens qui partagent ensemble. On a commencé avec juste environ 12 gens RH et on est arrivé dans les trentaines. Puis, il y en a qui sont là depuis 40 ans, il y en a qui viennent juste de commencer en RH dans les derniers 3 mois. Alors, c'est un partage des meilleures pratiques et les formations aussi sont très pertinentes pour eux aussi.
Alors, si vous avez plus de questions par rapport aux initiatives et tout ça, je peux en parler une autre fois. Et aussi, j'ai rajouté qu'on encourage aussi les étudiants de McGill, aussi je n'ai pas le vocabulaire en français, mais des groupes sous-représentés, aussi avec des événements à appliquer à McGill aussi, parce qu'on a ces gens-là et ils ne pensent pas qu'il y a des postes administratifs ici à McGill où ils ont étudié, non juste des postes académiques. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Sinead Hunt. Je suis la conseillère principale de l'équité et de l'inclusion à McGill. Excusez-moi, mais je vais continuer en anglais parce que c'est beaucoup plus facile de m'exprimer en anglais. So I oversee the integration of equity education work at the university with the implementation of McGill's policy on harassment and discrimination prohibited by law. The goals of this work are twofold. We don't want to just respond to issues as they arise. We also really want to work to try to create and maintain an equitable environment at McGill, with the goal of having an environment that is free from harassment and discrimination. My colleagues Miriam and Shanice are going to talk more about the equity education piece, so I'm going to take this opportunity to focus on how we implement the policy on harassment and discrimination at McGill. In my role, I receive all inquiries pertaining to the policy. So if anybody at the university has a question about potential harassment or discrimination, they can have a conversation with me. If and when someone is ready to make a complaint, then they would submit the complaint to me and I would determine whether it falls within the scope of the policy. There are two main options when someone files a complaint. They can either pursue mediation or formal investigation. And these two options are not mutually exclusive, so it's possible to begin one process and then at a later time to switch to the other. So when I receive a complaint, which I think I mentioned, but the policy covers everybody at the university. It could come from a faculty member, a staff member, or a student. When I receive a complaint, I will either refer it to mediation, or I will facilitate the mediation myself, or I will assign it to one of the individuals who conduct investigations under this policy. And I should say that McGill has quite a unique investigation model. I believe it's unique in Quebec and perhaps the rest of Canada, where the individuals who conduct the investigations are called assessors. And they're actually members of the McGill community. They're either tenured faculty members or they're senior administrative and support staff who are appointed by the McGill Senate to serve a 3-year term as an assessor. And then we provide their training throughout the year for their 3-year term. This is a long-standing model at McGill, and one of the core beliefs of this model is that it's extremely beneficial to have an individual conducting the investigation with a high level of knowledge about the university context. In addition to responding to inquiries, conducting intake and case management, I also collect data and track trends under the policy and then prepare annual reports to Senate because we want to make sure that the McGill community is aware of the types of cases we're seeing and the kinds of trends we see over the course of the year. And in addition, we want to really feed this information into our equity education efforts. And then the last point I'll touch on, there was a significant change to the policy this past year at McGill. Sexual harassment was removed from the policy, and now all forms of sexual misconduct are covered by McGill's policy against sexual violence. And we now have one centralized channel for making reports of sexual misconduct. And also we appointed last fall a special investigator, so all reports of sexual misconduct go to our external special investigator. So we're seeing the models are differing under both of these policies. So that's a very brief overview. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions additionnelles, and now I'll turn it over to my colleagues who will talk more about equity education. Want to go first? Yeah. Okay.
Je vais continuer en français. J'ai pas l'occasion de parler beaucoup en français. Donc, je m'appelle Myriam, ma collègue Shanice. Et moi, nous sommes des conseillères d'éducation en équité. Il y a aussi également notre collègue Janelle Kaspersky, qui, comme ça a été dit au début, en fait, fait partie des initiatives vraiment sur l'éducation autochtone. Donc, elle, c'est la personne à McGill qui fait de l'éducation sur les questions autochtones. Donc, ce qu'on fait, en fait, on offre des services aux étudiants, étudiantes, aux employés et aux professeurs à McGill. On donne des conseils, on donne également des formations ou des ateliers, donc sur plusieurs sujets. En fait, on a chacune un peu nos spécialités. La mienne, c'est plus l'équité des genres et l'éducation LGBTQ+. Je vais laisser peut-être Shanice parler de son volet à elle. Et donc les personnes peuvent nous contacter, ou des fois on a des relations avec certaines facultés. Donc comme Tainan l'a mentionné tout à l'heure, moi par exemple je travaille avec les ingénieurs. Et on essaye de faire ce travail d'éducation à travers également certains événements clés qui se passent pendant l'année. Donc en septembre, il y a Indigenous Awareness Weeks, vraiment pour célébrer et parler plus de l'histoire de l'éducation autochtone. Donc ça a lieu en septembre, c'est 2 semaines. Et en octobre, on a le mois de l'histoire LGBTQ2IA+. L'année dernière, c'était la première édition, en fait, pas juste à McGill, mais au Canada. Donc on était vraiment très fiers d'avoir cette première édition, et nous travaillons déjà sur la deuxième, donc qui aura lieu en octobre. La cérémonie d'ouverture aura lieu le 27 septembre, s'il y a des gens intéressés. Et en fait, cette semaine, on a eu également une cérémonie, pas de collation des grades, mais pour célébrer les étudiants et étudiantes LGBTQ+, qui graduaient. Donc, c'était la célébration Lavender Celebration, Graduation. Et c'était la première de son genre également au Canada. Donc, c'était notre 2e édition. Et c'était ce mercredi. Donc, la doyenne est venue d'ailleurs parler. Plusieurs personnes étaient présentes ici. Et c'était vraiment touchant de voir comme c'est juste un événement, mais l'impact que ça peut avoir et l'importance justement quand on parle de ces groupes qui sont sous-représentés, d'avoir des activités comme ça. Donc si jamais ce sont des choses qui vous intéressent à mettre en place au sein de vos institutions, ça a vraiment un impact incroyable. Et je vais laisser peut-être Shanice parler de Black History Month. Mais si vous avez d'autres questions à propos de ces initiatives, n'hésitez pas à nous poser des questions ou à nous contacter. So I'm going to speak in English. I was joking that I had an embarrassing experience at a restaurant with translation, and so I need a few days before I can. So my name is Shanice Yard. I work really closely with Miriam and also Sinead and the whole team as a whole. And so my particular area is around anti-oppression and anti-racism education. And so really thinking about how issues around class and gender, race, sexuality, ability, intersect with each other, but then also create unique experiences for students, staff, and faculty, and then thinking through how those things are going to show up in our institutions. And so that's in the classrooms, but also in our other workspaces. And so we really support students and staff and faculty in challenging that and recognizing and understanding. And that looks like a lot of different things. So as Miriam was saying, sometimes that's advising one-on-one with faculty or with staff or even with students. Or sometimes it looks like participating or leading trainings and workshops in spaces, or ones that we invite people to. And so it really looks like a range of different intervention models, but we'd be happy to talk about that after as well. And then one of the events that I focus on is Black History Month, which happens in February. And so 2020 will be our 4th edition, so it's pretty exciting to have a few years behind us. And so it's been a lot of learning about how to mobilize and to connect people in a really large institution.
something we're reminded of very often. There's a lot of us here, and so it's how do we either create events or create spaces, create programming that's going to be able to interact with and connect with people across two campuses. We often forget about Mac Campus, which is a thing that we have to like think about. What does it mean to make sure that we're keeping engaged? And I think that's also important, just thinking about equity, like who are the people that we're leaving behind or that we're forgetting about, and how do we make sure that we bring them to the center a little bit more? And so our work is really about that, thinking about what are the gaps and where those gaps are and where we can make better interventions. And so we have to work really closely together to do that. Yeah, and unfortunately Janelle couldn't be here, but she's doing really incredible work that connects with us, of course, but also is separate in certain regards in terms of what those goals are and what that could look like. Yeah, I think that's all I'll say. One point that I wanted to add also, because it's another structure that exists at McGill that is also really interesting. I don't know if there's a similar one in other universities. We have... pourquoi je parle anglais? Pardon. on a des sous-comités d'équité qui sont des joint board. On a le Board of Governors et le Sénat. Et il y a des sous-comités sur l'équité. Il y en a 6. Et donc, il y en a un pour les personnes LGBTQ+, il y en a un pour la famille. D'ailleurs, il y a une personne du comité qui est là aujourd'hui. Il y a un comité pour les personnes racisées. Il y en a un pour les personnes autochtones à l'Université McGill. Donc, il y a plusieurs sous-comités. Et c'est des comités mixtes qui rassemblent des étudiants, étudiantes, des employés et des professeurs. Et donc, qui eux aussi travaillent sur les politiques ou sur des événements. Donc, c'est comme une structure de plus qui existe. Je voulais aussi rajouter, on a oublié de mentionner que la politique d'équité en emploi, on a depuis... How long have we had the applicant survey? Academic side since 2012. Depuis 2012, on a, quand vous envoyez votre application à McGill, côté académique, il y a un sondage qui sort pour s'auto-identifier. Et pour les administratifs depuis 2017? Depuis 2017 environ. Alors, il y a un courriel qui répond automatiquement. Je regarde à Pierre. Une réponse automatique chaque fois que vous envoyez, chaque fois qu'on reçoit un CV sur un compte email, on a fait une réponse automatique en français et en anglais avec un lien pour que les gens puissent aller s'auto-identifier, ce qui nous permet à nous de savoir un petit peu est-ce qu'on atteint nos cibles quand on fait le recrutement, est-ce qu'on a un pool de candidats qui est suffisamment large. Bon, évidemment, dans l'entreprise de l'université, on a des syndicats, on a des règles à l'interne, mais une fois qu'on va à l'externe, on se donne un peu plus de latitude et on a sensibilisé comme ça parce que c'est très décentralisé. Tous les gens qui sont en train de faire du recrutement, il y a des équipes RH dans toutes les facultés, donc ces gens-là ont embarqué assez massivement parce qu'on ne l'a pas imposé et ça fonctionne très bien. Et puis, quand ils sont embauchés, il y a un autre sondage depuis 2017, relancé en 2017, mais depuis 2012, pour les employés à s'auto-identifier. Je voulais juste rajouter ça. Je pense que c'est tout. Oui. Merci beaucoup, toute l'équipe. C'est beau de vous voir toutes unies ensemble. Hein? C'est vraiment très intéressant. Puis qu'est-ce qui est le plus intéressant? Je fais juste vous donner mon opinion, mais c'est que vous travaillez autant pour tous les groupes faisant partie de l'université, les étudiants, les professeurs, les chercheurs, les employés. Et c'est ça que je voulais que vous ressortiez. C'est vraiment... Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous avez... Ah, puis j'ai juste une petite chose à rajouter. Shanice prend son temps à chaque mois pour créer une banque d'emploi dans le milieu. Elle envoie ça, puis c'est tout un temps, une banque d'offres d'emploi pour les étudiants, pour toutes les personnes. Et moi, j'en ai accès, mais elle fait un travail incroyable. Moi,
je le transfère souvent à des personnes qui sont à la recherche d'emploi et tout ça. Si vous voulez vous inscrire, je pourrais envoyer le lien au courant de la semaine prochaine parce que vous avez des étudiants, vous avez des personnes ou peut-être des nouveaux arrivants, n'importe qui cherche de l'emploi et Shanice fait un travail qui est quand même très incroyable à cet égard-là. Donc, des questions, des commentaires? En fait, la question que j'aurais, c'est qu'est-ce qui a amené l'Université McGill à offrir du soutien autant dans une même équipe, autant pour les étudiants, les employés administratifs et les employés, les professeurs, les académiques? Pourquoi dans une même équipe alors que dans beaucoup d'universités, c'est séparé? Oui, c'est vraiment difficile à essayer de séparer complètement les étudiants et les profs et le cadre d'employés qui sont des personnes de soutien ou des personnes qui travaillent dans le milieu administratif. Et il y a 2 raisons pour ça. Premièrement, il y a beaucoup de nos étudiants qui sont des employés de l'université. Et deuxièmement, c'est vraiment difficile parce que si on veut vraiment affecter la vie des étudiants et leur milieu d'apprentissage, il faut vraiment changer la culture au niveau des profs et les employés, à mon avis, avec respect à toutes les autres opinions, mais à mon avis, je pense que parce que les étudiants sont là pour entre des fois 1 an pour les personnes qui sont au 2e cycle d'études supérieures, 3 ans, 4 ans, 7 ans. Mais après ça, ils quittent, puis l'institution demeure comme sans changement vrai. Alors, on a essayé vraiment de penser comme pour avoir un changement au niveau institutionnel, organizational. Comment est-ce qu'on pourra faire ça? OK. Je parle toujours le franglais, alors je vais continuer à le faire. Alors, c'est pour cette raison. L'autre chose, c'est que on a un gros bureau des services des étudiantes, mais on a des fois des questions où les étudiants qui sont des membres des groupes sous-représentés, des fois, ils sont plus à l'aise à venir nous voir au lieu d'aller dans le gros bureau de Student Services. Ils y vont, mais des fois, ils sont plus à l'aise à venir nous voir. Alors, on essaie d'avoir une approche qui est concentrée sur les employés, mais qui est concentré d'une autre façon sur la réalité, c'est que les étudiants, des fois, ont besoin des choses différentes parce que nous sommes une communauté, on aimerait ça que ça soit encore plus divers, mais c'est assez divers. Et l'autre chose, c'est que quelques-unes de nos politiques, surtout la politique sur l'harcèlement et la discrimination, c'est une politique qui touche ou qui a rapport avec tous les membres de l'université. Même chose pour la politique contre la violence à caractère sexuel. Alors, c'est la raison. Je peux rajouter aussi que les mois et les semaines, alors le Black History Month, LGBTQ+ History Month et puis les semaines Indigenous Awareness Weeks aussi sont vraiment bien faits, sont très intéressants et it makes our whole group look really good. So it looks good pour les étudiants, staff, faculté et tout le monde est impliqué là-dedans. So pour moi, c'est comme une chose qui nous garde dans le... And it's very difficult just to separate student to employee because sometimes students can make harassment to employees and professors and users. And we have 2 grad students in here right now, right? Il y a une question ici après. Véronique? Oui, merci. Félicitations pour votre travail remarquable. C'est inspirant de vous écouter. J'avais 2 questions. La première, en fait, les 2 concernent les personnes plus en situation de handicap. Donc, la première, c'était pour savoir est-ce qu'il y avait un protocole au niveau de l'intégration au travail
Au Québec, il y a beaucoup d'indications qui sont données par rapport au recrutement pour atteindre les quotas, mais une fois qu'on est embauché, on rencontre énormément d'obstacles dans l'intégration et le maintien en emploi. Donc, je me demandais s'il y avait une politique à ce niveau-là. Ma deuxième question, c'est au niveau de la célébration des fiertés. Il y a beaucoup de fierté qui est célébrée. Félicitations pour les communautés LGBTQ, autochtones, des personnes racisées. Puis je me demandais s'il y avait aussi des célébrations pour les personnes en situation de handicap, comme la Semaine québécoise des personnes handicapées ou la Journée mondiale des sourds, par exemple. Voilà, merci. I can start, yeah. Okay, so, est-ce que c'est correct si je veux répondre en anglais? Oui, okay. Donc, so we, at McGill, there's an office for students with disabilities. And so the focus there is really on students and trying to think about issues of accessibility and universal design. And that's one area where our approach really is different between students and staff and employees. And that is because the issues around disability and accessibility are in the area of human resources. Now, having said that, we recognize that as an area for improvement for the university, that there needs to be more of a holistic approach around disabilities. And in fact, I'll be very transparent. So in our CRC action plan, we have work to do. We have to submit revised plan, as many institutions do. And one of the areas where we were given feedback was the need for thinking about a more integrated approach that's more robust around issues of accessibility for all members of the university community. So that's where we will be focusing some energy going forward. Mm-hmm. I don't know if you wanted to add anything, Carly? Like Pierre? Pierre? Yeah. I could just add one point pour répondre à la deuxième partie de la question. J'ai mentionné tout à l'heure les sous-comités pour l'équité. Et il y en a un justement pour les personnes en situation de handicap à l'université. Et en ce moment, on a une réflexion justement sur les dates importantes à célébrer. Et c'est une réflexion qui est en cours justement pour le futur très proche. Il y a un comité qui travaille sur ces questions. And then also, just to add, I think, as Angela was saying, really kind of recognizing work around disability as a gap in our work. And so in my area covering anti-oppression, I integrate disability and disability justice into those conversations. And so for me, like, I can't talk about race without talking about disability, or gender without talking about disability. And so those intersections are at least introduced in those spaces, but it really is a gap in terms of how we can go deeper into that work. And then for the celebration months or weeks, that's also an area where we try to kind of do those intersections as well. And so in my case, doing workshops around Blackness and disability, and like creating spaces for people to be engaged in those spaces, and making sure, for example, that I only have events and spaces that are accessible is really important to me. And so like trying to find ways to integrate, but recognizing as well that there's like a massive gap. And so that's some reflections for us to think through how we can do better. And just to add, No, you do it. Yeah. So just to add that it's also been a priority area that we've identified in terms of our work around employment equity, and that Carly's really been taking the lead on collaborating with human resources around increasing capacity of hiring managers, human resource people, to understand disability and barriers that to employment, to think about promotion properly and that kind of thing. Do you want to add anything? Yeah, I mean, we have... on a rajouté des messages dans les courriels qui vont aux gens qu'on fait des entrevues, pour l'accessibilité. On a aussi des projets physiques, des jardins, un projet de jardin accessible. C'est un projet de mentorat, mais aussi de jardinage entre staff et étudiants en situation de handicap. Et aussi, avec Pierre et Tynan, on travaille avec des organismes communautaires, main-d'œuvre et AIM Croix et OMETS qui travaillent dans l'employabilité des gens en situation de handicap. Et on les rencontre assez souvent on crée des projets pilotes pour voir ce qu'on peut faire. Alors, on trouve des gérants de certains domaines où on peut faire des essais et mettre beaucoup d'énergie pour que ça soit bien fait. Alors, ça commence très petit, mais on espère que ça va agrandir.
Parfait. Je vais prendre une dernière petite question rapide parce qu'on est un petit peu retardé, mais Merci, bonjour. France Millette de l'Université de Sherbrooke. Merci pour votre présentation. Je l'ai peut-être loupé au début de la présentation. Je voulais comprendre la structure. Si je comprends bien, il n'y a pas de bureau d'EDI. C'est plus sous un vice-recteur, puis il y a différents secteurs, puis vous travaillez ensemble comme équipe, c'est ça? Puis, est-ce que vous avez un comité institutionnel? Ou c'est vraiment chacun de votre côté qui est travaillé, puis à l'occasion, vous avez des rencontres où tout le monde réfère au provost? Mais d'habitude, des questions sur l'équité, des questions générales me viennent à moi. Puis après ça, j'essaie de travailler avec les personnes qui s'occupent des questions pertinentes. Mais on travaille ensemble. Des fois, des questions viennent aux membres de l'équipe individuellement. Mais nous avons aussi, comme Myriam avait dit, on a un comité qui est un comité du Sénat et du Conseil des gouverneurs. Et ça, c'est un comité sur l'équité. Et donc, c'est un grand comité qui a environ 18 membres. Et il y a une très belle représentation des différentes parties de l'université. En plus, dans ce comité-là, il y a 6 sous-comités, comme Myriam avait mentionné. Your chain group also on employment equity? Yes, that's right. So there's also an employment equity group. Yeah, an oversight committee. Okay. Il y a aussi un comité élargi où les syndicats, les représentants des différents groupes se rencontrent plusieurs fois par année, qui est en fait géré par l'équipe de Tynan. Pour le groupe académique, pour le groupe administratif et des employés de métier. Donc, c'est séparé pour faire face à des besoins particuliers, mais tous les intervenants sont appelés à se rencontrer quelques fois par année. Bon, ben écoutez, je pense qu'on aurait pu avoir toute une matinée avec vous. C'est très intéressant, mais on va vous réinviter, c'est certain. Merci beaucoup à l'équipe de McGill.